Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19 h, en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur le mediatv.fr. Et ce soir, on parle d'une affaire qui embarrasse le gouvernement Bayrou. 3 ministres dans la tourmente, Elisabeth Borne, Catherine Vautrin et Yannick Neuder, respectivement, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé et ministre délégué à la santé et à l'accès aux soins. Tous les 3 sont directement visés par une plainte déposée devant la Cour de justice de la République pour harcèlement moral et homicide involontaire. Cette action en justice a été collectivement lancée par 19 personnes, des soignants, des directeurs d'hôpitaux, des familles de soignants à l'hôpital public, dont certains victimes de harcèlement ont mis fin à leur jour. C'est une véritable épidémie de suicide que dénoncent ces personnes et aussi une gestion politique propice à poursuivre la casse d'un système, une politique d'austérité du gouvernement qui continue de briser l'hôpital public dans un contexte post-Covid déjà catastrophique. On en parle tout de suite avec mes invités, l'avocate maître Christelle Mazza, qui a porté cette plainte collective devant la Cour de justice de la République, et on sera accompagné du médecin urgentiste et conseiller régional Christophe Prudhomme. Bonsoir Christelle Mazza, maître Christelle Mazza, bonsoir. Bonsoir Christophe Prudhomme. Alors pour commencer, Christelle Mazza, vous représentez, je le disais, le collectif qui a donc décidé de déposer cette plainte. Pouvez-vous nous dire ce qui est précisément reproché par vos clients aux 3 ministres Borne, Vautrin et Neuder? Alors déjà, il y a donc plusieurs infractions qui sont visées. Et ces 19 personnes ne se connaissent pas. Et elles ont toutes en commun de subir, en fait, ou d'avoir subi les problématiques systémiques posées au sein de l'hôpital public. Une partie est dénoncée un harcèlement moral. Et il y a d'autres infractions comme l'homicide involontaire, les violences mortelles ou la mise en danger. Ça concerne aussi directement quand vous dispensez un soin, que vous mettez en danger les usagers directement au sein de l'hôpital. Ça crée une violence éthique et une souffrance morale pour les soignants. Donc c'est l'ensemble de ces infractions qui sont visées en fait par les 19 plaignants. Il s'agit donc, je disais, de soignants, mais aussi de directeurs d'hôpitaux qui ont constaté malheureusement des défaillances, pas toujours liées directement à l'exercice de leur fonction, mais au financement aussi ou à la politique qui leur est imposée. Oui, il y a beaucoup d'éléments dans cette plainte. Et effectivement, ce sont tous les corps de métier de l'hôpital qui sont représentés, ce qui montre vraiment la dimension systémique d'une crise endémique au sein de l'hôpital public. Et en fait, saisir la Cour de justice de la République, c'est pas sur un terrain politique, c'est vraiment pour des qualifications d'infraction, avec des démonstrations extrêmement précises sur des années de collecte d'informations que j'ai pu faire, moi, à mon cabinet, avec tous ces professionnels, et d'observation d'une recrudescence très inquiétante de suicides. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai estimé qu'il y avait le suicide de trop, et j'ai demandé si ces personnes étaient d'accord pour constituer ce collectif et aller devant la Cour de justice, sachant que même une seule personne aurait pu faire la démarche. Je rappelle aussi d'ailleurs que pour le harcèlement moral, dans sa dimension institutionnelle, peu importe qu'il y ait des victimes, c'est un peu la particularité de cette action, peu importe qu'il y ait des victimes, à partir du moment où on fait la démonstration des propos et comportements répétés et d'une dégradation des conditions de travail, quelle que soit l'origine, pécuniaire, organisationnelle, managériale, ça qualifie le harcèlement moral institutionnel. Et c'est ça qui est demandé, c'est l'application de la jurisprudence France Télécom. On en reparlera. Christophe Prudhomme, cette plainte était un révélateur, en tout cas, d'un phénomène qui n'est pas nouveau au sein de l'hôpital public, à la fois le poids d'un système défaillant, mais aussi la multiplication donc, des suicides de soignants. Oui, au niveau syndical, nous avons alerté les différents ministres qui succèdent à un rythme. Bon, enfin, il n'y a pas de politique qui est menée au niveau de la santé, du fait de cette absence de ministres qui tient un peu les rênes. Ça fait 20 ans qu'on dit à ces ministres que la situation est pire que celle de France Télécom. Pourquoi elle est pire? Parce que il y a une pudeur chez les soignants. C'est-à-dire qu'on est là pour soulager la souffrance des patients, et quand on souffre soi-même, on n'en parle pas.
dans un monde très individualiste et avec un système qui s'est dégradé en termes de management, comme on dit aujourd'hui, le New Public Management. Vous savez, là où ça a été exprimé le plus fortement, c'est Roselyne Bachelot. Quand elle nous a expliqué que l'hôpital devait fonctionner comme une entreprise, on nous a mis des directeurs qui n'avaient plus cette fibre service public, qui étaient des patrons avec des techniques de management, y compris passéistes, parce que dans les entreprises, ils ont bien analysé le fait que ce management autoritaire, harceleur, était contre-productif. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce management qu'on a à l'hôpital. Et alors, ce qui est pire à l'hôpital, c'est qu'on a une double hiérarchie. Il y a une hiérarchie administrative avec les directeurs, une hiérarchie médicale. Et avec des médecins qui n'ont jamais été formés à encadrer du personnel. Et vous savez, cette autorité, même si aujourd'hui les choses évoluent, mais ce médecin seul maître à bord après Dieu, c'est un vrai problème. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contre-pouvoir. Vous savez qu'à l'hôpital, on n'a pas de contre-pouvoir. On a moins de contre-pouvoir que dans une entreprise. On a des structures représentatives du personnel qui, aujourd'hui, vous savez, il y a de moins en moins de monde parce qu'on ne peut donner que des avis et le directeur a tous les pouvoirs. Depuis Nicolas Sarkozy, vous savez, on a le même phénomène à l'hôpital et à l'université. Le directeur d'hôpital a tous les pouvoirs. Quels que soient les avis qui sont donnés par les instances, il peut décider ce qu'il veut, comme un président d'université. Voilà. Et donc, à l'université, on a exactement les mêmes phénomènes parce que il faut qu'on ait un équilibre. Vous savez, dans la démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, un contrôle. Quand il n'y a plus de contrôle, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et les dérives aujourd'hui, c'est des morts. C'est des morts. Vous voyez, moi, dans mon hôpital, il y a eu l'affaire à Georges Pompidou, mais dans mon hôpital à Avicenne, ici, dans ce département, on a aussi un professeur de médecine qui s'est suicidé, qui s'est défenestré, qui est venu un dimanche, il s'est habillé en tenue de bloc opératoire, son bureau était au 5e étage, il s'est défenestré dans un contexte catastrophique où l'institution a essayé de se dédouaner, y compris en manipulant la propre femme de ce professeur qui était employé de l'hôpital. Vous voyez, qu'on a mis sous pression. Donc, on est dans un système, aujourd'hui, il faut que ça pète. Et pour qu'il y ait, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions pour que ça serve de leçon et qu'effectivement, ces leçons, on puisse en tirer les conséquences en termes de réorganisation des structures de fonctionnement de l'hôpital pour que les personnels ne soient pas en situation de soumission, mais puissent effectivement se défendre. Se défendre aujourd'hui, c'est éventuellement faire appel aux syndicats, mais les syndicats ont peu de pouvoir. Les médecins, du côté des médecins, ils sont très isolés. C'est des syndicats catégoriels et souvent qui ne jouent pas leur rôle de syndicat d'accompagnement individuel quand une personne est en difficulté, parce que vous savez, on ne veut pas déranger, c'est les copains et les coquins. C'est les copains et les coquins, ce monde, et c'est un vrai problème. Maître Matzah, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette jurisprudence France Télécom dont vous demandez donc l'application, la jurisprudence France Télécom en référence à la condamnation de 2 anciens dirigeants de France Télécom pour harcèlement moral institutionnel. De quoi s'agit-il dans ce cas précis et quel lien pourrait-on faire ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la définition du harcèlement moral, c'est que classiquement, on envisage le harcèlement comme une dialectique interpersonnelle, comme des conflits au travail, où on a un chef qui terrorise ses subalternes ou des groupes qui vont terroriser un manager. Voilà. Ce qu'a éclairé en fait la jurisprudence France Télécom et qui était déjà dans l'esprit du législateur à l'origine, c'est la dimension vraiment systémique. Et j'ai envie de dire, dans la quasi-totalité des cas, le harcèlement est toujours systémique, c'est-à-dire inscrit dans une organisation du travail. Donc pour comprendre exactement comment on en arrive à des personnes qui décompensent sur le plan psychique, avec souvent, malheureusement, de plus en plus des passages à l'acte, il faut interroger l'organisation et le système. Et quand on interroge le système, et c'est la grande innovation de la jurisprudence France Télécom, c'est qu'on n'est pas allé chercher directement sur tout le territoire les directeurs qui exercer directement le harcèlement, on est allé au sommet de la pyramide chercher la responsabilité de ceux qui ont pensé ce système, c'est-à-dire qui l'ont élaboré, qui ensuite ont organisé des formations de leurs cadres dirigeants en disant voilà ce que vous allez faire dans toutes les directions pour arriver, là l'objectif c'était la déflation des effectifs, en gros faire partir le maximum de personnes dans le cadre de la privatisation. Et puis après, ça s'est complètement décliné sur tout le territoire. Et là,
ce que je demande en fait à la Cour de justice, en tout cas, c'est d'enquêter sur ces faits-là, parce que ça, c'est un principe d'administration centrale, c'est très français. Tout est pyramidal. Les politiques publiques de santé sont élaborées au niveau de l'exécutif. Ensuite, au niveau du ministère de la Santé, parmi ces missions, il y a la gestion des personnels hospitaliers et des conditions de travail, en général d'ailleurs, puisque c'est en plus la ministre du Travail. Donc, les directeurs d'hôpitaux sont des hauts fonctionnaires, et d'ailleurs pour 3 hôpitaux en France, Paris, Lyon et Marseille, c'est dérogatoire, ce sont même des très hauts fonctionnaires. Ils sont directement rattachés à l'exécutif, ils font la même école, c'est une espèce d'ex-ENA, mais spéciale pour les directeurs d'hôpitaux, avec la même formation. Donc ils ont cette politique centrale à l'esprit, et quand ils vont diriger les établissements, en plus c'est un peu comme les magistrats, ils bougent régulièrement, ils mettent en place exactement les mêmes méthodes. Et donc, en fait, on observe sur tout le territoire français les mêmes phénomènes, les mêmes façons de manager, la même casse sociale et les mêmes conséquences sur les personnels. Après, dans chaque hôpital, il y a des petites particularités locales en fonction du bassin de patients, des priorités de santé ou de certaines spécialités. On voit quelques petites divergences, mais globalement, on est sur une approche très systémique du management. Et il y a peu de statistiques concernant les suicides de soignants, mais en 2022, l'association SPS, qui est l'association Soins aux professionnels de santé, estimait qu'environ 3 professionnels de santé se suicident tous les 2 jours, soit environ 550 suicides par an, des chiffres qui donnent froid dans le dos, mais qui pourraient être sous-estimés, en fait. C'est une réalité que vous décrivent aussi vos clients qui ont pu voir autour d'eux et vivre donc par l'entremise de proches. En fait, déjà, sur les suicides dont je fais état dans cette plainte, il faut savoir que dans tous les établissements, il y a eu plusieurs suicides. Ce ne sont pas des suicides isolés. Et ça, dans la clinique du travail, malheureusement, c'est assez fréquent. C'est que les organisations, au lieu de traiter immédiatement le problème, parce qu'un suicide au travail, c'est déjà un mort de trop, il faut immédiatement tout arrêter et interroger le système. Personne ne le fait. Au contraire, on étouffe. C'est un scandale, parce qu'évidemment, ça engage des responsabilités pénales. C'est extrêmement choquant pour les personnels. Ça crée un traumatisme collectif. Sans l'avoir traité, ça transmet le traumatisme à toutes les équipes et ça reste un problème. Donc, par la suite, on observe aussi des mécaniques de nouveaux suicides et parfois très rapprochés. C'est le cas dans un des hôpitaux qui est visé dans la plainte. Mais au-delà de ça, en faisant des recherches, et je ne suis pas allée très loin parce que j'étais cantonnée sur la plainte et c'était déjà un énorme travail de fond sur ces 19 plaignants, dans la presse quotidienne régionale, en cherchant un petit peu, j'ai commencé à trouver des traces de suicides d'infirmières majoritairement sur tout le territoire français. Et je pense que je suis arrivée à quasiment une vingtaine sans trop chercher. Au moment où j'ai rendu publique cette plainte, parce que pour moi c'est d'intérêt public et il faut provoquer cette centralisation de données qui n'existe pas effectivement, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit voilà, moi, mon conjoint s'est suicidé en telle année. Moi, j'ai perdu mon fils cette année-là. On m'a envoyé d'autres articles de presse sur des territoires que je n'avais pas explorés, de suicides. Je pense à un médecin anesthésiste en Corse il y a 2 ans. Et là c'est vertigineux. C'est vertigineux. Moi, j'ai fait le procès France Télécom, Et il y a eu l'article 40 au début pour 10 suicides. J'ai été dans les dossiers de la Poste par la suite, qui est passé un peu entre les mailles du filet, où il y a eu des dizaines et des dizaines de suicides. Là, à l'hôpital public, on est sur le même type de scandale absolu. Et c'est édifiant d'arriver à ce constat-là qui, moi-même, m'a un peu... vous dites comment on peut continuer, en fait, à avoir un déni pareil et à ne pas prendre les choses en main immédiatement et à entendre ces choses assez insoutenables, depuis d'ailleurs la condamnation qui est frappée d'appel sur le plan pénal du dossier Ménien. Comment on peut continuer à appliquer les mêmes méthodes et à ne pas avoir une conscience collective, ne serait-ce que éthique, au niveau des dirigeants de ces établissements, sur ce qui est en train de se passer. En tout cas, cette politique managériale que vous décrivez tous les deux et qui fait tant de mal à l'hôpital public est bien sûr élaborée sous la supervision d'Emmanuel Macron. On l'entend très peu sur l'état du secteur médical aujourd'hui. Sa dernière véritable intervention fut en 2023 lors des vœux aux acteurs de la santé. Et il posait lui-même le constat d'un échec assez flagrant. On l'écoute. On doit aussi, à court terme, tout faire pour garder les personnels qui sont là. Et ça, c'est le défi des prochains mois. Et à cet égard, je souhaite
que d'ici à juin, on puisse se concentrer sur tout un travail qui permet plus de sérénité, de sécurité des soignants auprès des malades, ce qui veut dire qu'on doit ensemble travailler à une meilleure organisation du temps de travail. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre hôpital aujourd'hui? C'est que, je le disais, ce qui est vrai, c'est le dernier endroit où, juridiquement, les 35 heures fonctionnent encore. C'est une hyper-rigidité. Si je dis ça, il y en a plein d'entre vous qui vont bondir sur moi en disant « Mais moi, je ne travaille pas 35 heures, il est sympa, lui. » C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et donc, du coup, le système ne marche que par des heures sup, qui sont allouées de manière complètement hétérogène selon les services. Donc, ça ne crée pas un bon travail entre les services, et qui d'ailleurs a créé aussi beaucoup d'hétérogénéité selon le territoire, les spécialités, les services, parce qu'il y a des heures sup qui sont vraiment payées. Mais il y a des tas d'heures sup qu'on met sur des comptes qui ne sont pas payées tout de suite, qui créent beaucoup de différences et qui, malgré toutes les revalorisations et les ségures qu'on a fait aux heures payées à la contrainte demandée, c'est impossible. Christophe Prudhomme, des vœux pieux, un constat lucide, mais rien n'a changé apparemment. Non, enfin, 2023. Vous savez, le constat lucide, non, enfin, il est directement responsable. Vous savez, là, ça va s'aggraver. On nous demande 20 milliards d'euros d'économie. Non, mais attendez, il faut que M. Macron nous désigne les malades qu'on va laisser mourir. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a eu un dérapage budgétaire entre-temps. Non, il n'y a pas de dérapage budgétaire. Il ne faut pas utiliser ces termes-là. Il n'y a pas de dérapage budgétaire. On nous a enlevé des moyens. On n'a pas assez de ressources à l'hôpital. On a supprimé des ressources. C'est la raison pour laquelle on a ce fameux déficit de la sécurité sociale. On ne dépense pas plus ces dernières années, alors que les besoins sont de plus en plus importants avec le vieillissement de la population, les progrès techniques. On est toujours au même niveau de dépenses qu'il y a 10 ans en termes de richesse nationale. Donc on est dans une impasse. Et alors le problème là, ça fait déjà des années que l'on demande au pouvoir public, même avant M. Macron, mais ça s'est aggravé, qu'on se donne les moyens de respecter les personnels, de les former dans de bonnes conditions, de les rémunérer correctement et de leur donner des bonnes conditions de travail. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a 200 000 infirmières en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Et si elles ont abandonné le métier, c'est souvent parce que psychologiquement, elles ne supportaient plus les conditions dans lesquelles elles travaillaient. Sans compter les aides-soignantes en EHPAD. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Je suis maltraitante. Comment vous pouvez accepter de travailler dans ces conditions-là pour 1 200, 1 300 euros par mois? Voilà, parce que c'est ça la réalité aussi. C'est souvent des temps partiels contraints, parce que ce sont des femmes souvent isolées avec des enfants. Enfin bref, on se retrouve dans une situation où on en a assez de ces discours. Ça, c'est comme les applaudissements. La question aujourd'hui, c'est se donner les moyens. Vous savez, on est très clair. Nous, on veut, pour former les personnels, on veut ce qu'on appelle des contrats d'études. C'est-à-dire que les jeunes, quand il n'y a plus de Parcoursup, ils choisissent leur métier, ils rentrent dans l'école professionnelle et ils sont déjà embauchés. Ils sont payés. Ça existait, moi, quand j'étais jeune, jusqu'au début des années 80. Et donc, ils ont un salaire à 18 ans et ils ont effectivement des cotisations retraite. Vous voyez, en termes d'attractivité, ça compte. Et ils doivent 15 ans à l'hôpital. On a une pénibilité avec des horaires décalés. La question, c'est pas de faire des heures supplémentaires. Aujourd'hui, alors que c'est mauvais pour eux-mêmes et pour les patients, les personnels demandent à travailler en équipe de 12 heures pour avoir plus de jours de repos. Nous, ce qu'on demande, c'est les 32 heures sur 4 jours. Voilà, c'est ça le progrès social. Et puis, on arrête de nous demander de faire des économies. Moi, les 40 milliards dont on a besoin, je les ai immédiatement. Il y a 200 milliards d'aides aux entreprises chaque année. On leur enlève 40 milliards, il en reste 160. C'est bon, ça suffit de demander toujours aux mêmes de faire des efforts. Ce n'est pas possible. Voilà, donc on est dans une situation où il y a une vraie colère des personnels. Et je pense que la colère est positive. Il vaut mieux se révolter et être en colère que de rester replié sur soi-même et de craquer, parce que c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on veut du collectif. C'est important que les gens syndiquent. Quand ils sont en difficulté, même s'ils ne sont pas syndiqués, il y a une porte qui est toujours ouverte et on pourra les aider. C'est la porte du local syndical. Dès qu'ils sont en difficulté, il faut qu'ils viennent. Et à ce moment-là, on pourra les aider, on pourra, y compris, si on a les éléments, contacter un avocat et lancer une procédure, parce que ça permet de ne pas craquer non plus, voyez, de ne pas rester isolé et de lancer une procédure, même si on est en arrêt de travail parce qu'on est en difficulté, etc. Donc voilà, on en a assez de ces discours politiques. La question aujourd'hui, c'est qu'on est face à un choix de société. Est-ce qu'on se donne les moyens de valoriser ces métiers qui sont essentiels? Aujourd'hui, il vaut mieux être trader à la Défense que médecin, néonatologiste et s'occuper des petits bébés en réanimation. Il y a quand même un problème. C'est pas possible de continuer à travailler comme ça. Alors justement, vous parlez de moyens. Avant de vous donner la parole, Maître Mazza, dans la suite de son intervention, Emmanuel Macron explique
pourquoi ils pensent que le problème de l'hôpital public n'est pas un problème un d'organisation, manque ça suffit. de moyens. On l'écoute et je vous fais réagir après. Alors on peut dire, on va mettre plus de moyens, etc. Mais sur un système qui est surcontraint et qui ne marche pas bien, ou aussi, il faut bien le dire, on n'utilise pas bien collectivement l'instrument qu'est l'hôpital. Est-ce qu'on utilise suffisamment bien les blocs opératoires qui sont les nôtres, les équipements qui sont collectivement les nôtres? La vérité est non. Parce qu'on a créé trop de contraintes en organisation du temps de travail, et donc on n'a pas non plus optimisé collectivement le temps. Et il faut redonner de la visibilité à tout le monde pour se dire, on n'est pas des bouche-trous, et donc on a envie aussi d'avoir des plans de charge sur lesquels on donne de la visibilité. Ce système, il faut le remettre à plat, et je demande que ce soit fait d'ici au 1er juin pour que, avec la petite équipe projet qui fera ça auprès du ministre, on puisse rebâtir un système qui est objectivement plus cohérent avec la réalité de votre quotidien. Sinon, on va, je vous le dis, en permanence sur ce sujet, combler les crises. Alors, Christelle Mazza, on constate quand même qu'il y a une déconnexion profonde du politique vis-à-vis de ces problèmes de l'hôpital public. Ouais, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit. Déjà, je dirais, là, on est totalement hors sol, mais totalement. Mais bien au-delà, tout ça est particulièrement délibéré. C'est-à-dire qu'on n'est pas si hors sol que ça. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans les hôpitaux. On m'a remis une note sur qu'est-ce qu'il faut faire et avoir comme discours politique. C'est qu'en fait, derrière tout ça, il y a une doxa ancienne, vieille comme le monde, sur le problème du service public, c'est surtout son efficience. C'est le principe du New Public Management. Donc, en fait, on finit par... Moi, si j'étais soignant et que j'entends un discours comme ça, mais il me viendrait une rage terrible. Et déjà, sans être soignante, il me vient une rage terrible. Parce que moi, je les vois, j'ai les ayants droit au cabinet, j'ai tous ces soignants et même des directeurs d'hôpitaux qui ne supportent plus, qui sont en violence éthique. Parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une question de chiffres, de statistiques, ou de rentabilité, et effectivement, où on raisonnerait comme pour une entreprise. Là, ce qu'est en train de faire l'État, et ce qu'il fait depuis des années, c'est l'exploitation du dévouement des soignants. Un soignant, il va jamais laisser un patient au milieu du couloir en disant ouais, voilà, j'ai fini mes horaires, c'est plus mon problème. Ils ont ça ancré en eux, ça fait partie de leur ADN de professionnel. Donc l'hôpital tourne sur ce dévouement et vous faites des heures supplémentaires, mais le nombre d'heures en plus qui sont pas rémunérées. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est même plus le sujet. Le sujet, c'est comment on peut, à ce point, faire un véritable esclavage à l'hôpital de certains personnels dans des services particulièrement sous tension, où il faut aussi reconnaître qu'il y a une pénibilité terrible. Vous citiez justement le néonat. Moi, il y a le cas d'une infirmière qui a dit « je ne peux plus aller dans ces services » parce que quand je vois comment on s'en occupe, comment on expose ces enfants à des accidents mortels parce que l'hôpital ne peut plus tourner et qui derrière se suicide parce qu'on l'a quand même collé à ce service-là, il fallait boucher le trou cette nuit-là, mais effectivement, vous êtes en rage. Quand vous avez d'autres soignants comme ça, où vous voyez passer des mails, bon, le type est mort parce que là, il manquait X personnes au bloc. Et ça passe comme si on avait raté la chaîne de montage, la portière de la voiture. Vous dites, mais attendez, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une telle déshumanisation? Et les gens, il y a une violence dans les services, parce que ça crée des tensions après entre les personnels. Il y a des organisations managériales, notamment avec les cadres, où on vient mettre la pression sur les tableaux de service, les congés, avec des systèmes de représailles aussi, si vous ne vous pliez pas, en fait, à ce qui est demandé. Donc, effectivement, c'est un fonctionnement totalitaire. Les gens n'osent plus se rebeller, n'osent rien dire, en particulier les professionnels les plus précaires de l'hôpital, qui sont totalement invisibilisés. On ne les entend jamais dans le discours médiatique. Les brancardiers, les aides-soignantes, les ASH, on ne les entend pas. Mais alors que sans eux, l'hôpital ne tourne plus. Et des sujets comme ça, il y en a des dizaines. Et c'est ça que je dénonce aussi dans cette démarche. Ce qui est important, là, je pense, dans la plainte, c'est que moi, je suis cash, c'est une politique meurtrière. Oui. Ils ont une responsabilité morale sur les morts des soignants, mais sur les morts des patients. Vous savez, là, on parle de la néonatologie. Il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle 4,1. Parce que nous sommes 23e sur 27 en termes de mortalité infantile, la France en Europe. Si effectivement, on était au même niveau que la Finlande, il y aurait 1000 bébés qui ne mourraient pas chaque année en France. 1000 bébés. D'accord ? Donc les conséquences de la politique qui est menée par ce gouvernement, ce sont des morts de patients, ce sont des morts de soignants. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions, même si c'est que des sanctions morales. Si on les pourrit publiquement pour leur dire, voilà, vous êtes des mauvais, ça suffit, on ne veut plus de vous, dehors.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait... Vous savez, les soignants, on est au fond du trou aujourd'hui. On fait grève, on met un badge, on travaille comme d'habitude. Quand on va manifester, c'est sur notre temps de repos. S'il n'y a pas une révolte de la population en disant ça suffit, il faut aller chercher l'argent pour qu'on ait un vrai système de santé et qu'on arrête, on en est à compter les morts évitables. Vous savez, l'association qui était présidée par François Braun avant qu'il soit ministre, qui s'appelle SAMU Urgences de France, avant qu'il soit ministre, a fait une étude sur les morts évitables aux urgences, du fait du dysfonctionnement des urgences et du SAMU. Cette étude a montré que, on a fait une extrapolation, alors il la critique, mais globalement, on a 1500 à 2000 personnes qui ne mourraient pas aux urgences ou en attendant le véhicule du SAMU si notre système fonctionnait correctement. Et qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? On ferme les urgences, il faut avoir un ticket d'entrée, appeler le 15, on attend 15 minutes au téléphone pour pouvoir rentrer aux urgences. Et alors, il y a un problème, c'est qu'une partie de mes collègues médecins sont d'accord. Pourquoi ils sont d'accord? Parce qu'ils sont tellement au fond du trou qu'ils disent au moins ça va améliorer nos conditions de travail. Mais ça améliore leurs conditions de travail au détriment des patients. Et avec une multiplication de morts évitables. Donc il arrive à un moment donné, ces questions-là, il faut qu'elles soient mises en avant sur la place publique. C'est un vrai débat politique au sens noble du terme, vous voyez. Alors on a une justice qui est lente en France, mais au moins que ce soit médiatisé et que ça fasse la une des médias depuis 48 heures, c'est déjà un premier pas. Et ça va sûrement aider un certain nombre de soignants, un certain nombre de mes collègues à sortir du trou en se disant finalement on commence à en parler. Et il faut peut-être que moi, je ne reste pas dans mon coin et que j'aille voir si on ne peut pas m'aider, si je ne peux pas m'associer à la plainte, etc. C'est ça qui est important. Parce qu'on est dans une situation où on en a assez des discours. Vous voyez, on en a assez des discours, on en a assez des applaudissements. Il faut qu'il y ait vraiment un changement. On est en train de glisser sur une pente catastrophique. Nous étions le meilleur système de santé au monde au tournant des années 2000. 25 ans après, on est aux alentours de la 12e, 15e place. Et on est les avant-derniers pour la mortalité infantile. Et qu'est-ce que nous dit M. Macron? Faites des enfants, réarmement démographique. Mais il se fout de la gueule du monde. M. Macron, moi je lui dis, donnez-nous les moyens pour qu'on sauve les 1000 bébés qui ne devraient pas mourir aujourd'hui en France, parce que on est très loin des standards de pays d'Europe du Nord comme la Finlande. Voilà, si la Finlande peut le faire, on devrait pouvoir le faire nous les Français. Mais qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend, aidés par les médecins et par des grands professeurs qui nous expliquent qu'il faut continuer à fermer les maternités. Il y a un rapport de l'Académie de médecine qui nous dit qu'il faudrait fermer encore 100 maternités en France. Non, le problème, c'est de réguler l'installation des médecins et de les mettre là où ils sont utiles. Vous voyez? Parce que quand une femme est à plus de 30 minutes d'une maternité, eh bien, c'est une perte de chance par défaut de moyens. Perte de chance par défaut de moyens. Et quand les grandes maternités sont surchargées, on n'en parle pas des accidents. Mais la plus grande maternité de Paris, il y a eu plusieurs accidents. Un jour, parce que les sages-femmes étaient débordées, il y a une femme qui a accouché, elle appelait, il n'y a personne qui est venu et le bébé est sorti, il est tombé par terre, à Cochin, Port-Royal, soi-disant la plus belle maternité de Paris. Parce que ce sont des usines à bébés. Donc ça suffit, tous ces discours. Il faut écouter aujourd'hui les citoyens qu'on en ras-le-bol d'être traités comme des moins que rien, à la fois par l'État et par une partie de la profession médicale. Vous savez, là, il va y avoir une manifestation des médecins. Ils essayent d'entraîner les internes contre la régulation de l'installation. 86% aujourd'hui de la population veut une régulation de l'installation. Donc je dis à mes collègues, attention, hein, vous n'avez plus l'aura que vous aviez il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, la population est très en colère contre vous. Vous défendez avant tout vos avantages individuels au détriment de la population, alors que vous avez une mission de service public et que vous êtes payé par nos cotisations à nous tous. S'il n'y avait pas la sécurité sociale, une bonne partie des médecins, ils n'auraient pas le niveau de vie qu'ils ont aujourd'hui. Donc attention, et c'est ça le problème. Alors des voix comme les vôtres, malheureusement, ne portent pas souvent auprès des responsables politiques au sein de l'hémicycle, notamment à l'Assemblée nationale. Mais on a le député NFP, Damien Maudet, qui a sonné l'alarme en novembre dernier à l'Assemblée nationale. On va écouter un extrait de son intervention. Le tabou du siècle. Après une très grave dépression, Selim se retrouve aux urgences psychiatriques à Toulouse. Sa femme m'explique. Tous les jours, les soignants ont fait des demandes de prise en charge ailleurs. Tous les jours, on me disait qu'il n'y avait pas de place. Il a attendu dans un box de consultation où normalement on reste 2-3 jours. J'ai demandé une hospitalisation en service fermé, mais il n'y avait plus de place. J'ai essayé de contacter un médecin à Bordeaux, mais il n'y avait plus de place non plus. Et lors de sa 9e nuit, en box aux urgences, Selim s'est suicidé. Une semaine avant, les soignants ont alerté sur les conditions de travail et les conditions d'accueil. Selim est donc parti, laissant sa femme et ses 2 enfants, et les drames s'accumulent, comme pour Lucas dans le Var, Français, Sagrasse, ou comme pour d'autres partout en France. Et selon SAMU Urgences de France,
En un mois, on compte 150 décès faute de prise en charge. Voilà, Madame la Ministre, ce qui doit arriver arrive. Lorsque l'on asphyxie la santé, lorsque l'on fait fuir les soignants, lorsque les services saturent, il arrive ce qu'il doit arriver. Des patients décèdent faute de personnel. Voilà très précisément où nous en sommes, puisque vous posiez la question. Voilà très précisément où vous nous avez menés depuis 7 ans. Et Madame la Ministre, ce budget ne va pas servir à rien. Il va finir de nous envoyer dans le mur. Christelle Mazza, des cas similaires de décès, alors, en l'absence de prise en charge aux urgences se multiplient. Est-ce que cela pourrait être imputé, cela aussi, aux responsables politiques et donner lieu à des actions en justice ? Oui, alors j'ai visé dans la plainte une infraction criminelle, qui sont les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parce que pour moi, c'est une conséquence aussi du harcèlement moral. Je rappelle que l'incitation au suicide est une infraction qui figure au code pénal. Je rappelle aussi que dans le harcèlement scolaire, le législateur a introduit le suicide comme circonstance aggravante du harcèlement. Et que quand on en arrive à une telle atteinte à l'intégrité de la personne, parce que là, très clairement, et je rejoins votre discours, on sait très bien ce qui est en train de se passer. On sait qu'il y a des suicides. On sait qu'il y a des décès mortels de patients pour des problématiques organisationnelles. Et là, pour moi, ça doit relever d'une enquête criminelle parce qu'on est au courant, on laisse faire et en fait, on n'en a strictement rien à faire. Et ça, c'est aussi la leçon tirée de France Télécom et des discours qui avaient été prononcés à l'époque. C'était ils vont tous partir par la porte ou la fenêtre, peu importe. Et il y avait une vraie intention de pousser les gens à bout avec ces courbes du deuil et avec des gens qui craquaient. Mais on n'en est pas à des problématiques managériales ou du simple harcèlement moral. Là, il y a une problématique qui est dénoncée par tout le monde depuis des années avec des conséquences là, mortelles de plus en plus. Enfin, je veux dire, c'est impossible de passer à côté. Là, les réponses ministérielles, d'ailleurs, après toutes ces journées de médiatisation, sont de l'ordre de on a mis tant de milliards, on va faire tant de... Des chiffres. Là, on parle d'humain, on parle de dignité humaine, on parle de la France, qui est un État démocratique, un État de droit. Moi, ça crée chez moi une vraie dissonance cognitive. C'est-à-dire que, je vous assure, quand vous avez déjà fait tout le procès France Télécom, qui est un procès qui marque quand même, hein, vous voyez défiler des gens, vous voyez l'histoire de cette entreprise, derrière, il y a l'ombre de l'État, et vous dites, mais c'est pas possible. Et qu'on fait la même chose dans une grande partie du service public, et que là, au niveau de l'hôpital public, effectivement, c'est encore pire que les conséquences qu'il y a eu chez France Télécom, et qu'il ne se passe rien. Là, il n'y a pas d'état d'urgence réel sur les hôpitaux, on arrête tout, on reprend tout, mais c'est grave. Et moi, j'ai reçu des centaines de témoignages. Hein. Je n'arrive même pas à tous les lire. D'ailleurs, je m'en excuse. Je répondrai à tout le monde. Et j'y tiens à titre personnel. Mais je reçois des centaines de témoignages. Des gens qui pleurent, qui m'ont dit, quand j'ai vu l'article dans Le Monde, je me suis mis à pleurer. Des médecins du travail qui récupèrent à la fois la souffrance des personnels qui doivent gérer la leur et qui n'arrivent pas à faire leur mission. Les services de santé au travail dans les hôpitaux sont en désespoir. Et je me dis, mais à quel moment, là-haut, hein, dans les directions... alors, il y a des directeurs aussi qui craquent, hein, qui ne peuvent plus. Mais à quel moment, là-haut, on ne réagit pas ? Comment on dort ? Comment ils dorment, ces gens-là ? Très sincèrement, je ne comprends pas. Parce qu'on a détruit aussi... vous savez, le fait qu'on n'ait pas de bilan social... On a une fonction publique hospitalière. On n'a pas un bilan social. On ne connaît pas le nombre de tentatives de suicide, le nombre de morts par suicide, alors qu'on est soi-disant un pays qui a une grande administration. Mais non, on n'a plus d'administration. Au ministère de la Santé, il n'y a plus d'administration. On a éclaté tout ça dans des agences. Et alors, ces agences, elles se marchent sur les pieds. On l'a vu pendant le Covid. On a des gens qui ne sont plus des fonctionnaires. Donc... Quand vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'êtes pas protégé par votre statut. Donc, monter au créneau sur un dossier comme celui-là, c'est dangereux. Vous risquez de perdre votre emploi. Hein, parce que souvent, vous êtes contractuel. Donc, voilà. Donc, vous savez, c'est toute une stratégie. C'est la stratégie néolibérale qui est en place pour casser les services publics. On est aujourd'hui au point de rupture. Si on ne fait rien, on va vers l'abîme. Et pourquoi ils font ça ? Parce que, vous savez, la santé, c'est un gros marché. On a vu ce que ça pouvait donner. Ils appelaient ça l'or gris, la silver economy. On a vu ce que ça a donné avec Orpea dans les EHPAD. Mais aujourd'hui, vous savez que là, Damien Maudet parlait de la détresse de la psychiatrie en France. Hein. On est dans une situation catastrophique. Mais qu'est-ce qu'autorisent les agences régionales de santé aujourd'hui ? On vient de fermer une clinique à Livry-Gargan dans ce département. Et qu'est-ce que nous propose l'agence régionale de santé ?
Une clinique pour les petites pathologies psychiatriques, où ce qui permet de rapporter de l'argent, c'est l'hébergement. Hein, vous avez une chambre qui va vous coûter 100 € par jour. Montée par, ça s'appelle Emeis maintenant, c'est ex-Orpea. Non mais attendez, on va où ? C'est quand même, c'est l'agence régionale de santé. C'est-à-dire, c'est l'État, c'est directement le ministre qui décide. Et on vient de fermer une clinique où il y avait un accueil d'urgence, où il y avait une maternité et où il y avait de la chirurgie dans un département, ici la Seine-Saint-Denis, où on est en défaut de lits d'hospitalisation. On est en défaut de médecins en ville. Vous voyez, parce qu'on ne régule pas l'installation. Donc, on voit bien que ces discours, c'est du paraître. Vous voyez, il sait très bien faire, M. Macron. Bien sûr, c'est un homme intelligent. Donc on lui prépare une note avec une réalité, et comme ça passe bien. Vous voyez, je reconnais la réalité. Mais après, moi, je juge les gens sur les actes. Depuis qu'il est au pouvoir, M. Macron, on a fermé presque 60 000 lits en 7 ans. Vous voyez, là, on nous demande de faire 20 milliards d'économies. 20 milliards d'économies. Ça s'appelle, moi je ne suis pas juriste, mais je pense que vous me reprendrez si je dis des bêtises, mais ce sont des morts du fait d'un défaut de moyens. Voilà. Alors, un mort par défaut de moyens, il n'y a pas besoin d'expertise médicale. Hein. Homicide involontaire. Voilà. Ça demande réparation. Or, là, objectivement, quand vous avez, dans certains départements, la nuit, une seule équipe du SAMU avec un médecin pour tout le département. Ça s'appelle une perte de chance par défaut de moyens. Quand on vous demande d'appeler le 15 et qu'on a fermé l'hôpital qui était déjà à 30 minutes de chez vous, il faut faire 1 heure de route pour aller à l'hôpital. C'est une perte de chance par défaut de moyens. Voilà. Et donc ça, c'est le résultat de la politique qui est menée et qui est une politique qui est sciemment organisée pour qu'effectivement, on ait un service public qui s'atrophie. Là, il s'atrophie parce que les gens s'en vont, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et on va ouvrir du secteur privé lucratif pour les gens qui pourront se le payer, qui pourront effectivement payer les dépassements d'honoraires, la chambre seule, enfin une hôtellerie de qualité pour une petite partie de la population. C'est le système américain, mais avec des résultats qui sont catastrophiques quand même en termes de santé publique, hein, avec une espérance de vie qui diminue et un système de santé. Nous, on est entre la 12e et la 15e place. Les États-Unis sont à la 40e place sur l'efficacité de leur système de santé, c'est-à-dire au même niveau que le Costa Rica, quand même. Voilà. Donc, mais par contre, c'est pas un problème d'argent. Parce que si c'est un problème d'argent, pourquoi les États-Unis dépenseraient en richesse nationale presque 50% de plus que nous ? Vous voyez ? Nous, on est à 12% du produit intérieur brut, des richesses nationales, pour notre système de santé au sens large. Les Américains, enfin les États-Unis, sont à 17%. Donc, c'est pas un problème de volume de dépenses. Et c'est moins efficace. Pourquoi ? Parce que c'est du business, entre les assurances, les cliniques privées, etc. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est pas de diminuer le volume des dépenses de santé pour le gouvernement, c'est de faire basculer tout ce qu'ils peuvent vers le privé. Or, on a quand même aujourd'hui, je le répète, entre Orpea et ce qu'on a fait avec les bébés, les enfants dans les crèches, on a aujourd'hui des arguments pour dire que cette politique, c'est une politique mortifère et que les responsables de ces décès, ils sont connus. C'est la politique qui est menée depuis de très nombreuses années. Et là, aujourd'hui, vous avez pris les ministres. Mais moi, je remonterais jusqu'à Mme Bachelot, hein, parce que Mme Bachelot, c'est elle quand même qui a développé, qui a mis en place le système d'hôpital d'entreprise, hein, et c'est elle qui est la première responsable aujourd'hui de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Sa loi, c'est celle qui a aggravé les dysfonctionnements à l'hôpital public. Les problèmes d'organisation que cite M. Macron, c'est qu'on a transformé l'hôpital en entreprise. C'est ça le problème d'organisation. C'est pas que les gens viendraient pour rien aux urgences ou je sais pas trop quoi, ou qu'il faut faire de l'efficience, patin coup fin. Non, ça c'est de la foutaise. Maître Mazza, cette privatisation rampante peut-elle être contestée légalement par les soignants ? Ils se retrouvent un peu impuissants vis-à-vis de ce business de l'hôpital, de l'EHPAD, des crèches. Comment réagir du point de vue légal ? Alors, en fait, ça, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. La politique en soi, c'est pas possible de la juger. En fait, c'est la particularité du service public, c'est que dans une entreprise, vous avez une politique d'entreprise, mais c'est du ressort privé. Mais dans l'administration, c'est de l'exécutif, en fait. Et du fait de la séparation des pouvoirs, il y a l'exécutif, le législatif, c'est déjà à ce niveau-là
qu'il faut intervenir. Donc, c'est par les élus de la République. Quand il y a des lois qui sont votées, il faut faire attention quand on vote pour quelqu'un du programme pour lequel on vote. Donc, tout ça appartient à la sphère politique et législative. Mais j'ai envie de dire, ça remonte à bien plus loin. En fait, le premier texte qu'on a sur le New Public Management, et c'est assez surprenant, c'est 1989, quand Michel Rocard était Premier ministre, une circulaire sur l'amorce du New Public Management. Et il faut le remettre dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, dans les pays anglo-saxons, on commençait à revenir de ça en voyant qu'il y avait quand même une casse sociale assez terrible. Nous, la France, on a fait ça très bien. On a attendu que ça soit le désastre ailleurs pour le mettre en place dans notre pays. Et ensuite, surtout, c'est les ordonnances Juppé en 1995-96 qui ont déjà amorcé tout ce grand mouvement de paupérisation en fait, du service public. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a eu la privatisation des anciennes PTT. Donc tout ça, c'est inscrit dans l'histoire et c'est assez ancien. Et ça s'est fait évidemment à marche forcée depuis 2007, l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Mais j'ai envie de dire, quelles que soient les couleurs politiques par la suite, ça a été poursuivi. C'est une tendance même mondiale. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, et c'est là où on ment aux citoyens, et c'est là où il faut avoir un débat public et politique, et je vous rejoins, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre système de soins ? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite, de sortir des tas de causes à la crise hospitalière, alors qu'il y a une politique très précise qui a été mise en œuvre. Bon, on en arrive à ce que j'appelle, moi, une médecine de classe. C'est qu'effectivement, c'est les plus favorisés qui vont avoir accès à un certain type de médecine, mais même à Paris, en zone très urbaine, avec tout un tas de spécialistes, je vais vous dire qu'il y a une catégorie de la population qui va avoir son rendez-vous en 48 heures, il y en a une autre qui va attendre 1 an, 6 mois pour un spécialiste. Voilà, parce qu'on choisit aussi au bout d'un moment ses patients ou qu'on arrive à avoir accès à un certain mode de soins. Ça, c'est une réalité. Je ne parle même pas des territoires, sur tout le territoire, où là, c'est carrément plus qu'une médecine de classe. C'est qu'il y a un vrai désert dans certaines zones. Et en plus, ces tensions hospitalières sont reportées sur d'autres professionnels, notamment les pompiers professionnels, où les ARS, soit payent des services privés d'ambulance pour assurer les transports des patients parce qu'il n'y a pas d'hôpital proche et qu'il faut quand même assurer la permanence des soins. Parce que ça, c'est une obligation fixée par le Code de la santé publique. Soit c'est par les pompiers volontaires qui coûtent beaucoup moins cher, mais on met des tensions sur les pompiers dont ce n'est pas la mission première non plus. Donc ça se répercute aussi, et j'ai travaillé sur le sujet récemment, les suicides chez les pompiers, parce qu'il y a ce scandale-là aussi. Ce n'est pas que à cause de l'hôpital, mais il y a beaucoup de problématiques aussi. Donc quand vous commencez à observer, l'hospitalo-universitaire, c'est pareil. La formation des internes, la formation des médecins, des nouveaux spécialistes, il y a des pénuries, notamment en psychiatrie. On se retrouve avec Mais c'est un désastre absolu, un désastre. Et alors, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper même en rediscutant aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, je dirais, sur le terrain politique, déjà, il y a des choses à faire. Très clairement, parce qu'il y a eu des réformes autant que ce qu'il y a de ministres de la Santé. C'est n'importe quoi, très clairement. Il y a un terrain politique à occuper. Aller voir des élus, enfin, en ce moment, c'est compliqué, en plus, parce qu'on a un système quand même qui ne fonctionne plus dans aucune des branches, en fait, ni législatif, judiciaire, très compliqué. Même si le système dysfonctionne un peu sur le terrain judiciaire, c'est l'objet de cette plainte aussi, c'est qu'il faut faire des actions judiciaires. Parce que médiatiser, c'est très important pour réveiller les consciences, mais moi, la première, pendant le Covid, je n'ai pas applaudi, parce que je connais la situation des hôpitaux. Et j'ai trouvé ça... Alors, parfois, il y a un peu d'ignorance, mais je me suis dit, mais c'est affreux, parce que là, on a besoin d'eux, donc on va les applaudir, on les encourage. Mais quand ça a été terminé, plus personne n'a applaudi, plus personne ne s'est préoccupé des soignants. Et je me mets à leur place. La trahison, ça m'a rappelé cette trahison chez les fonctionnaires de France Télécom. Quand il y a eu la privatisation, on leur a fait souscrire tout un tas d'actions, parce qu'il y a un dévouement au service public qu'on ne voit que dans le service public, et en particulier en France. Ils avaient confiance, ils ont écouté aveuglément, ils ont suivi l'évolution de la boîte. Et une fois que ça a été transféré, le statut des fonctionnaires dans une société privée, ça a été la trahison. On s'est détourné d'eux. Et c'est exactement ce qui se passe à l'hôpital. Et ça, moi, je ne sais pas comment les soignants... Quand je dis soignants, c'est le terme général, parce qu'il y a aussi des administratifs. Il ne faut pas les oublier non plus. Ce n'est pas toujours opposé. Il y a du pire chez les soignants, il y a du bon chez les administratifs. Tout n'est pas noir ou blanc ou polarisé. Mais je ne sais pas comment ces gens tiennent.
Je ne sais pas comment c'est possible. Et moi en m'exprimant aussi pour eux, ces 19-là, mais tous les autres, parce que j'en ai beaucoup d'autres, et tous ceux qui m'ont écrit, c'est de leur dire, mais vous n'êtes pas seuls, il y a plein de gens qui pensent à vous et qui essayent de vous défendre. Mais là, il y a un vrai collectif intra-professionnel et politique à monter. Ça ne peut plus durer. Comme dans n'importe quelle démocratie, il faut un dialogue social et des mécanismes de... Il faut que ça soit une question qui arrive dans le débat national. Exactement. Moi, je suis sollicité régulièrement. En ce moment, je fais 2 déplacements par semaine pour des débats. Et les salles sont pleines. Les gens demandent à comprendre pourquoi on en est là. Et quand on leur explique, ils comprennent qu'effectivement, ce que c'est, vous voyez, quand tu dis, c'est le néolibéralisme, non, mais c'est de leur expliquer, voilà, de leur donner les éléments. Vous voyez, un des plus grands groupes de cliniques en France, qui est le groupe Elsan, les actionnaires viennent de changer, là, il y a 2 ans et demi, et quand on apprend que, effectivement, ce groupe Elsan, un des actionnaires, aujourd'hui, c'est la financière Tétis, c'est-à-dire la famille Bettencourt, ça explique les choses. Voilà. Donc, on parle de financiarisation du système de santé. Donc, la santé, c'est une des premières préoccupations des Français aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à lancer avec toutes ces actions un vrai débat. Est-ce que la santé, ça doit relever du service public et on en exclut les activités marchandes? Vous savez, si on faisait un référendum en disant on exclut le secteur privé lucratif du domaine de la santé et du médico-social, on gagne le référendum. Et là, le Conseil constitutionnel, il va se rhabiller. Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est financé intégralement par la sécurité sociale et on va vers l'extinction des assurances maladie complémentaires? Vous voyez, moi, je ne tue pas les mutuelles, je parle des complémentaires parce qu'aujourd'hui, le marché est dans les mains des assurances. Mais aujourd'hui, une mutuelle, elle est là pour gérer un EHPAD à la place d'Orpea. Elle est là pour gérer un centre de santé. Elle n'est pas là pour faire de l'assurance. On n'a pas besoin de ces assurances complémentaires. On a besoin d'une ligne sur notre fiche de paye, sécurité sociale. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait ce débat, vous voyez. Et on a aujourd'hui énormément d'arguments parce que quand on disait ces choses-là il y a 30 ou 40 ans, au moment de Rocard et de Juppé, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, la vie nous a donné raison. La vie nous a donné raison. On a des arguments. Il faut qu'au lieu de nous amuser, là, vous voyez, on nous amuse avec des problèmes politiques qui sont du populisme de bas étage. Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui ? La santé, l'école pour nos enfants, le pouvoir d'achat, l'industrie en France pour qu'on puisse ne pas manquer de masques comme on a manqué de masques quand on était en pleine crise Covid et qu'on manquait on s'habillait avec des sacs poubelles. Vous voyez, moi, dans mon SAMU, on s'est habillé avec tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est... Tout ce retour d'expérience aujourd'hui montre que il faut arrêter avec ces discours sur la dette qu'on va laisser à nos enfants. Non, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. C'est un problème et de moyens et d'organisation. Oui, c'est un problème d'organisation. Il faut effectivement aller vers l'extinction des assurances maladie complémentaires. Il faut virer le secteur privé lucratif. Ça, c'est un problème d'organisation à décider. Alors, c'est clivant, mais si on mène ce débat, on peut le gagner. Cette plainte va être un tournant aussi dans la façon dont les soignants se mobilisent. Je rappelle que les soignants n'ont pas le droit de grève formellement. Et là, il y a une action en justice qui est portée en leur nom. Il faut les multiplier. Tout à l'heure, vous voyez, j'étais avec la secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital de Caen, où il y a un dysfonctionnement majeur au niveau des urgences. Je dis clairement, voilà, danger grave et imminent, c'est ce qu'on appelle auprès du directeur. S'il n'y a pas de réponse immédiate, signalement au procureur. Exactement. Perte de chance par défaut de moyens. Et là, je peux vous dire, le directeur, il va bouger. Voilà, on utilise tous les moyens. Alors, c'est pas facile pour nous, parce que vous voyez, on a toujours peur que ce soit le boomerang. Et effectivement, qu'on nous accuse de ne pas travailler correctement, etc. Mais non, il faut que ces affaires sortent. Il faut qu'on arrête de mettre, vous voyez, la poussière sous le tapis. Pendant trop longtemps, on a eu cette attitude chez les soignants de ne pas en parler. Il faut en parler aujourd'hui. Et y compris, ça aidera ceux qui sont en grande difficulté, pour pas qu'ils restent isolés, tout seuls. Et ça permettra, je pense, de limiter les passages à l'acte si effectivement on les accompagne, on les aide au quotidien et qu'on parle de leur souffrance. Maître Mazza, quelles vont être les prochaines étapes de cette procédure ? Alors, sur un terrain strictement procédural, il y a, là j'ai saisi la commission des requêtes. Donc je rappelle que la Cour de justice de la République, c'est une juridiction d'exception. Elle ne fonctionne pas comme les autres. On peut pas dire de droit exorbitant, avec tous les problèmes aussi que ça pose. En tout cas, elle a le mérite d'exister. La commission des requêtes, alors il y en a une tous les mois. Je crois que la prochaine est le 19 juin. Je vais rajouter beaucoup d'éléments parce que j'ai reçu énormément de témoignages et de gens qui veulent apporter leurs témoignages. Sur le terrain strictement harcèlement institutionnel, ça vient totalement corroborer la thèse que j'ai démontrée dans la plainte.
À la suite de ça, la commission va décider de renvoyer vers une commission d'instruction. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture d'enquête, en fait? Et à l'issue de l'enquête, voir s'il y a des renvois devant la Cour, auquel cas les ministres seraient jugés. Voilà. Mais déjà, passer le premier filtre, ce serait une grande victoire parce que, et sur le fondement juridique, et, alors c'est pas le problème de la justice, mais en tout cas sur le plan moral, mais sur le terrain juridique, il n'y a rien qui justifie que ça ne passe pas le filtre. Parce que, très clairement, il y a des éléments permettant, enfin, ce qu'on peut appeler des indices concordants qui permettent de laisser présumer que quand même, il y a un petit souci au niveau de ces infractions. Donc, il faut enquêter. Et ce qui est dramatique, et c'est un peu le problème qu'on a avec certains parquets, puisque moi, j'ai déjà beaucoup d'affaires que j'ai portées alors pour des individus directement devant les parquets, mais sur des problématiques systémiques. Déjà, France Télécom, c'était des services de nouvelles technologies. Là, déstabiliser, parce que la justice, elle se dit, mais si on commence à enquêter, parce que là, on ferme tous les hôpitaux, il n'y en a aucun qui fonctionne légalement, en conformité avec la loi. Donc, il faut tout fermer. On ne va pas tout fermer, parce qu'on déstabilise trop le système. Et c'est là où c'est vicieux et pervers. Non seulement on exploite le dévouement des soignants, mais en plus, on sait très bien qu'on ne va pas fermer. On ne va pas faire grève non plus. On ne va pas faire plus de morts que ce qu'il y en a déjà. Donc, en fait, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est un peu ça où on est coincé. Et les parquets sont assez frileux d'aller sur ce terrain-là. Et moi, j'ai aucune enquête qui bouge. Je vous raconte pas. C'est l'objet d'une autre heure de conversation. J'ai dû prendre l'avion à l'autre bout du monde pour aller faire débloquer un dossier à l'instruction et en allant faire un scandale parce qu'ils vous font des ordonnances d'irrecevabilité sur des motifs totalement inventés. Ça veut dire votre dossier est trop gros, on n'a pas les moyens de l'instruire. J'ai dit, ah mais vous allez instruire en fait. Après, en justice, on a un peu le même problème qu'à l'hôpital, en termes de moyens et de... Voilà, c'est un peu le problème. Mais ça aussi, l'État le sait. Mais tout ça, c'est des vases communicants, en fait, parce qu'il y a aussi des problèmes de souffrance des magistrats, et je pense qu'on va en arriver exactement à la casse qu'on a à l'hôpital. J'alerte très en amont, mais je le sais déjà. Donc, si vous voulez, on se retrouve dans des situations où, sur le terrain politique, c'est une catastrophe. On n'arrive même plus à avoir un débat. C'est inaudible. Sur le terrain judiciaire, c'est des délais absolument impossible quand on a une ouverture d'enquête et on n'y va pas trop en se disant il y a trop de bazar là à l'hôpital, je vais pas aller là-dedans. Suicide, c'est quasiment toujours des classements sans suite. On met le cadavre sous le tapis et on va passer à autre chose. Les gens sont tellement désemparés quand il y a un suicide que c'est le néant, la sidération. Ils n'ont pas les ressources, en fait. Le collectif est terrorisé. Donc finalement, vous vous retrouvez dans des situations où il ne se passe rien. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu aussi dénoncer. Mais c'est grave au niveau politique, parce que vous voyez, si il ne se passe rien, si on ne peut plus avoir confiance dans la justice, et ni dans le politique, qu'est-ce qui reste? La violence. Mais c'est ça le problème. Donc, il y a un problème. Vous voyez, on ne peut pas être traité, on ne peut pas être maltraité par les politiques comme on l'est à l'heure actuelle. On ne peut pas accepter que des politiques qui réclament la plus grande sévérité pour le voleur de pommes, quand on les pique, la main dans le pot de confiture, ils insultent les juges. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc, c'est une atteinte majeure à la démocratie. Alors, on se gausse, on va critiquer les pays soi-disant pas démocratiques. Vous voyez, alors que, on a pour qu'on regarde déjà devant notre porte. Donc, il y a quand même un problème. Moi j'alerte. La colère, elle est là. Bon, elle se tourne de manière inadaptée au niveau politique, puisque on voit entre ce que dit le Rassemblement national et ce qu'il fait, vous voyez, une petite différence, parce que compter sur le Rassemblement national pour remettre sur pied le système de santé, alors que leur proposition, c'est de diminuer les cotisations sociales pour augmenter les salaires. Si on diminue les cotisations sociales, on diminue les moyens de la Sécu. Donc ça ne va pas améliorer le fonctionnement. Des propositions aussi libérales que celles du gouvernement. Donc il faut qu'on parle de tout ça. C'est important parce qu'il faut redonner de l'espoir aux gens. Si on ne redonne pas de l'espoir, vous voyez, moi je fais de la politique et depuis très longtemps et j'ai toujours milité pour qu'on ait des programmes qui fassent un peu rêver. En leur disant, on n'y arrivera pas tout de suite, mais on vous fixe un objectif et on voit comment on va y aller. Peut-être ça sera lent, mais il peut y avoir aussi des déblocages brutaux à certains moments donnés qui nous permettent de progresser. Qui aurait imaginé en 44 qu'en 45 on ait la Sécu? Personne. Voilà. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur parce qu'autrement, on va vers une société. Regardez ce qui se passe vis-à-vis des prisons et de la justice, là. C'est inquiétant quand même,
Parce que la politique répressive où on va enfermer les gens, enfin on raconte n'importe quoi, on va envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, là on va faire des prisons hyper sécurisées, il faut construire 20 000 places de prison. Arrêtons de construire des places de prison. 25% des prisonniers n'ont rien à faire en prison, ils devraient être pris en charge par le secteur psychiatrique. Voilà, et ça libérerait des places, et ça éviterait que ces gens qui sont en prison, alors qu'ils ont besoin d'être soignés, quand ils sortent de prison, c'est une catastrophe. Le mot de la fin, Christelle Mazza, et on termine cette émission. Vous avez de l'espoir pour cette procédure où elle a le mérite d'exister, peut-être de pousser les soignants à plus s'impliquer aussi sur le plan juridique pour dénoncer ce qu'ils vivent. Bah écoutez, j'ai une humeur qui change un peu toutes les demi-journées. Il y a des moments où je me dis ça lance une vague d'espoir extraordinaire. J'ai reçu des témoignages tellement touchants. Je me dis d'avoir réussi ça et de donner de l'espoir aux soignants qui se sont sentis entendus. Rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Et puis la demi-journée d'après, quand je vois ce qui se passe, parce que moi, mon travail au quotidien, c'est d'aller affronter aussi certaines directions et de constater la violence qui continue d'être perpétrée. Je me dis, mais en fait, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est un puissant fond, je ne vais pas y arriver. Parce qu'on n'est pas très nombreux non plus dans mes rangs, si vous voulez, pour aller... c'est très engagé, c'est très droit de l'homiste. Donc il faut beaucoup de... comment dire, faut avoir les reins solides. Voilà. Et en même temps, il n'y a pas plus noble, c'est extraordinaire. Moi, je suis ravie de pouvoir mettre mon savoir juridique au soutien des soignants, parce que c'est vrai... J'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions judiciaires. Je ne parle pas de la juridiction administrative, ça sera encore un autre sujet, parce que ça, malheureusement, ça contribue à créer un système d'impunité. La justice pénale, elle est très lente, mais il y a des magistrats extraordinaires et il y a des gens qui ont envie que ça change. Et en fait, il ne faut pas se résigner. Et en ce moment, il faut arriver à combattre le désespoir qui nous occupe un peu tous, au regard de ce qui se passe dans le monde aussi. Et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se résigner. Merci beaucoup, maître Christelle Mazza. Merci à vous, Christophe Prudhomme. Et merci à vous, chez vous, d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube ou sur le Média 24/7, le mediatv.fr également. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous avez regardé sur YouTube ou bien par email si vous nous regardiez à la télévision. Si vous en avez les moyens, évidemment, soutenez-nous. Soutenez le travail de journalistes indépendants en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés et bonne suite des programmes sur le Média.